Il a créé une start-up en 2009 et l'a revendue 5 ans plus tard à un géant américain pour 110 millions d'euros. Un déménagement à New York, un exit majeur, une réussite qui fait rêver et pourtant, personne ne lui avait dit ce qui se passait après. Quand l'adrénaline retombe, quand les difficultés de couple apparaissent et que la question du sens de la vie surgit. Dans cet épisode, je reçois Hervé Brunet, le cofondateur de Sticky Ads. Bonne écoute à tous. Bonjour Hervé. Bonjour Julia. Je suis ravie de te recevoir sur le plateau de Always Hire. En 2009, tu as cofondé une startup qui s'appelle Sticky Ads. Tu t'es développé très rapidement. Tu as ensuite décidé de monter une filiale aux États-Unis, puis s'est enchaîné assez rapidement, 8 mois plus tard, une revente pour 110 millions d'euros à un géant américain Comcast. Tu as accepté aujourd'hui d'être avec nous pour nous parler de cette expérience assez extraordinaire. Donc déjà, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir sur la genèse de cette start-up? Je sais que tu n'étais pas du tout dans ce domaine de c'est quoi? De la pub en ligne. Alors comment ça s'est passé? Bah, d'abord merci à toi de m'inviter. Écoute, comment ça s'est passé? Ouais, c'est une histoire assez amusante. J'habitais à Hong Kong, en 2009 et je travaillais dans les télécoms à l'époque. Je travaillais pour une boîte américaine. Je représentais la boîte américaine j'étais le patron de la zone Asie Pacifique et je vendais des routeurs aux opérateurs de télécom, donc rien à voir. Mais on a observé, que le trafic internet à ce moment-là, pour situer, en 2009, 1 an avant est né YouTube. Donc c'est une date très importante. Le trafic internet a basculé du texte et de l'image vers la vidéo et nous, on a vu nos clients qui avaient du trafic qui croissait à cause de cette bascule et moi, je voulais monter ma boîte, donc j'appelle, Gilles qui est devenu mon cofondateur, Gilles Chetla, que je salue d'ailleurs. Et je lui dis: «Écoute, moi j'aimerais bien monter une boîte, j'aimerais bien le faire avec toi. J'ai cette idée autour de la vidéo», et donc on a commencé à chercher, et assez rapidement on est arrivé dans le domaine de la vidéo publicitaire. On voulait pas faire quelque chose dans le hardware parce que le hardware ça nécessite énormément de capitaux. Ouais. C'est faisable uniquement dans la Silicon Valley, absolument impossible, en France. Et on a regardé ce qui se faisait aux États-Unis et puis on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, il y avait ce concept de monétisation de la vidéo, comme à la télé. C'est-à-dire qu'à la Et c'était télé, naissant à ce moment-là? ouais, c'était complètement naissant, à la télé, on monétise les contenus avec de la publicité avant, pendant et après, et à l'époque, ça balbutiait, sur internet et on s'est dit qu'on allait, créer une plateforme qui permet de faire cela. Voilà, on s'est lancé comme ça. On n'y connaissait absolument rien et on connaissait à peine les termes techniques, de l'industrie, quoi. Donc c'était assez Ouais, amusant. donc vous avez commencé à échanger, Ouais, à ça a duré 6 dire, mois à peu près et puis après je suis rentré à Paris et on s'est lancé, je suis rentré à Paris en juillet 2009 et on a dû se lancer en décembre 2009, donc quasiment 2010. et comment ça s'est passé quand donc tu arrives à Paris, tu montes ton entreprise, ça se passe plutôt bien, la les choses se mettent en place assez rapidement, que la croissance, arrive rapide comment tu développes ton entreprise? Donc on avait absolument aucun contact dans l'industrie. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de réussir à s'entourer d'acteurs de l'industrie. Donc on a recruté, la première personne qu'on a recrutée était un commercial qui nous permettait de créer, ce réseau qu'on voulait mettre en place, d'un côté avec des médias qui ont des espaces publicitaires à vendre et de l'autre avec, des annonceurs. Et on était sur une approche, techless au départ. On a outsourcé complètement de la technologie. Et puis avec le temps, on s'est rendu compte qu'il fallait maîtriser notre chaîne de production, donc on a internalisé la technologie et on a développé notre propre solution technique. Et en fait, sur la vie de la boîte, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase où je dirais qu'on a appris le métier, ça a duré 3 ans. Et puis la phase où on a industrialisé et scalé. Je pense que sur les 3 premières années, on devait être, entre 15 et 20 personnes et on est passé de 20 à 150 sur les 3 dernières années. Ouais, donc très rapidement. Ouais, donc c'est allé très, très vite à partir du moment où on a trouvé notre marché, notre product market fit. On a pu scaler en Europe, puis après aux États-Unis. Et alors c'est étonnant parce que c'était naissant aux États-Unis, cette technologie et pourtant Ouais. tu as quand même réussi à trouver des clients ici, en France ou encore, en Europe? Oui, absolument, donc c'était naissant là-bas et c'était encore plus, naissant ici. On va dire que c'était
non, disons qu'eux marchaient, nous on rampait. Hem et donc ouais, quand on s'est lancé en France, il commençait à y avoir un besoin. Donc le timing était très, très bon, en fait. On a eu beaucoup de chance là-dessus et après on a senti que, notre métier allait on est un intermédiaire qui faisait de la médiation entre des médias et des annonceurs et on a compris que notre métier serait désintermédié par de la technologie et cette technologie, on l'a construite nous-mêmes et c'est ça qu'on a commercialisé après Et c'est et ça qui a fait la différence, ouais. tu vas nous le raconter dans un instant. Mais au début, donc quand tu montes cette boîte, c'est quoi ton état d'esprit? Tu te dis déjà: «Ça va être gros, on va s'internationaliser» ou tu te dis: «Bon allez, au jour le jour, on construit»? Tu dis que tu as pris 3 ans à apprendre le métier. Alors, en fait, il y a 2 choses. Il y a notre background à tous les 2, Gilles et moi, on a des backgrounds plutôt internationaux. Gilles a fait une école de commerce, un MBA aux États-Unis. Moi, j'avais déjà vécu à cette époque-là, en Allemagne, j'avais vécu à Hong Kong. On travaillait tous les 2 dans une boîte américaine, donc on voyageait beaucoup. Donc on avait une vraie culture internationale. Heu, Ça, c'est pour notre ADN personnel. En ce qui concerne le lancement de la boîte, on était vraiment dans une, step by step, quoi. On Mmh. était des late primo-entrepreneurs. Moi, j'avais 39 ans quand j'ai monté, Sticky. Gilles, devait avoir 2 ans de moins que moi. Heu, donc notre force, c'est qu'on avait 15 ans d'expérience derrière nous, à la fois commercial, dans le management, dans la gestion des équipes, dans les recrutements à l'international. Par contre, on était nuls en entrepreneuriat, enfin, Mmh. on savait rien faire, on savait pas faire un BP, nos premiers pitchs aux investisseurs étaient désastreux, Pourquoi? on était mauvais, très mauvais, très mauvais. D'ailleurs aujourd'hui, les start-upers sont largement meilleurs que nous étions à l'époque. Enfin, ça s'est beaucoup, formaté. À l'époque, c'était un peu C'est vrai que plus les Français, on n'est pas connus pour être des bons pitchers. ouais, ouais, ça a beaucoup progressé dans le monde des startups en France, mais c'est vrai qu'il y a encore des progrès à faire. Et donc on a vraiment eu une ambition, très graduelle. C'était un pas après l'autre. Donc on a essayé de faire un truc qui marchait en France. Une fois que on a réussi à le faire marcher en France, on s'est dit qu'on allait faire l'Europe et à partir du moment où on a vraiment fait cette bascule technologique, on a levé des fonds pour internationaliser la boîte en Europe, là, c'est allé très, très vite. Mmh. On a levé notre série B en avril 2013 et en septembre 2014, on a ouvert 5 pays en Europe. Ouais, Et en décembre 2014, le board approuve l'expansion américaine. En août 2015, je suis à New York. ouais, Donc tout ça ça s'est s'est fait passé dans très un vite. laps de temps très rapide et en mai 2016, la boîte est vendue. Et et à cette époque-là, 2013 pour vous donner un ordre d'idée, on devait être 20-25 quoi. Ouais, c'est ça. Et à l'exit, on était 150. Et qu'est-ce qui fait que parce que tu as décidé de déménager avec toute ta famille à New York, Ouais. et pourquoi ce choix de déménager? Tu aurais pu gérer les choses à distance, pourquoi tu es parti? Alors, le monde de la pub, c'est un monde, local au sens, des flux. C'est-à-dire que c'est des médias locaux, des annonceurs locaux. Par contre, l'univers technologique est mondial, il est global. Mmh. Et nous, on était un acteur techno et pour avoir un vrai scale, il faut être, au moins régional, Mmh. mais idéalement mondial. Tous nos concurrents étaient des boîtes américaines. Nous étions la seule boîte non américaine dans ce marché et Donc c'est qui par exemple, des exemples de concurrence, alors, bah, ils ont tous disparu, mais il y en a un qui s'appelait LiveRail qui a été racheté par Facebook, un autre qui s'appelait SpotX qui a été racheté par une boîte qui s'appelle Magnite, Mmh. qui est listée maintenant au Nasdaq. Et quelques autres dont, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, et tous les acheteurs, toutes les technologies d'achat, parce que ça fonctionne sous forme de place de marché, donc ce qu'on appelle les trading desks, enfin les technologies utilisées par les trading desks étaient 100 américaines. Mmh. Donc si on voulait vraiment être dans la cour des grands, il fallait être aux États-Unis et puis l'autre élément, c'est que c'est le plus gros marché mondial, et a fortiori dans la publicité, parce que la pression publicitaire aux États-Unis est largement supérieure par capita Mmh. à celle qu'on a en Europe. Donc à un moment, quand on a fait, l'Europe, le next step, c'était soit de vendre, soit de passer Soit d'aller aux US. d'aller aux US, ouais. Donc la décision a été prise d'aller aux US. Il faut resituer les choses dans le contexte. En 2015, il y a très, très peu de boîtes européennes, et encore moins de boîtes françaises qui avaient franchi l'Atlantique.
Dans notre industrie, il y en avait une qui avait vraiment marqué, l'industrie, c'est Criteo. Mmh. Excellente, enfin, Oui. très belle success story et ça a donné de la force à plein de suiveurs comme nous, enfin d'acteurs Ils ont qui ouvert sont la voie, quoi. voilà, c'est des trailblazers, avant nous, en fait et donc ça nous a donné le enfin, c'était un peu la référence qui disait: «C'est faisable», quoi et mais il faut quand même resituer les choses dans le contexte. On avait levé très peu d'argent parce qu'à l'époque, les montants qu'on levait étaient inférieurs à ceux qu'on lève aujourd'hui. Donc si on va aux États-Unis se dire, dépenser beaucoup d'argent pour mettre, l'équipe en place et si ça échoue, heu, 1 on est stigmatisé parce qu'on est la boîte qui a pas réussi là-bas. Donc quelque part, Quand on rentre, on a une on paye, décote à la valorisation de la boîte. En plus, on a brûlé du cash. Donc c'est pas une position, confortable. Donc on est quelque part condamné mmh, à la réussite. Donc on prend quand même la décision d'y aller et les choses se passent très bien puisque moi je suis arrivé en août, 2015 en fin de premier exercice qui s'est terminé en décembre 2016, on faisait déjà 15 millions de chiffre d'affaires, donc ouais. c'était exceptionnel et entre-temps, on a eu des discussions avec Comcast, qui ont abouti, sur la vente. Donc ils vous ont abordé assez rapidement? Alors ça s'est passé en 2 temps, moi je suis un hyperactif du business, donc dès qu'on a eu fini en septembre 2014, quand on a fini Expansion américaine, j'ai commencé à réfléchir aux États-Unis et j'avais identifié Comcast comme étant un frenemy, donc soit OK. un ami, soit un ennemi et assez rapidement, j'ai voulu les rencontrer aux États-Unis, donc j'ai commencé à faire des voyages assez réguliers là-bas, à New York, pour comprendre, si ça Dans quelle pouvait dev catégorie tu voilà, allais les mettre? pour comprendre si on pouvait être amis ou ennemis, quoi Ouais. et heu et donc pendant 1 an, on a discuté et le hasard a fait que quand je suis arrivé à New York pour m'installer, on a, officialisé un partenariat commercial, OK. heu et donc ce partenariat commercial, on était donc amis, donc partenaires et ça nous a, ça a pavé le chemin pour qu'on puisse ensuite, avoir d'autres conversations, qui soient beaucoup plus stratégiques. Parce que Comcast s'est rapidement rendu compte que c'est pas un partenariat commercial qu'il leur fallait, Mmh. c'était un partenariat stratégique et il fallait qu'ils possèdent la technologie en interne. Donc en interne, ils ont des équipes de fusion-acquisition qui vont aller regarder différentes entreprises pour voir lesquelles ils ont envie de racheter Ouais, et là, ils vont voir plein d'entreprises américaines. Vous, vous êtes les seuls français? ouais. Alors, Comcast est une boîte assez inconnue en dehors des États-Unis. Ce qu'on connaît Comcast en dehors des US, c'est, les studios Universal, ça appartient à Moi, c'est Comcast. le câble pour moi dans ma tête. Voilà, C'est donc pour tous ceux qui ont c'est vécu le câble. dans la zone de couverture, américaine de Comcast, c'est le câble. Effectivement, c'est un cable operator, mais il possède aussi une chaîne TV, NBC et il possède, les studios Universal et des parcs à thème du même nom. Mais donc ça reste fondamentalement une boîte très américaine. Je crois que plus de 95 du chiffre d'affaires est aux États-Unis. C'est une boîte de 250 000 personnes, et l'essentiel, la vaste majorité du personnel est aux États-Unis. Hem Donc ça, c'est le premier élément. Le 2e élément, c'est que nous, on a été, achetés par Comcast, donc le chèque a été fait par Comcast, mais on a été intégrés opérationnellement dans une filiale qui s'appelle FreeWheel, qui est un acteur de la publicité technologique digitale comme nous et eux, pour, des raisons de praticité et aussi culturelles, je pense, ils privilégiaient, l'achat d'une boîte, américaine. Non pas qu'ils avaient un a priori, négatif sur les Français ou d'autres nations, mais je pense qu'ils C'était préféraient plus que ce soit simple. plus simple que ce soit local. Donc ils ont regardé tout ce qui existait aux États-Unis, mais vraiment tout. Ils nous l'ont dit, de manière assez honnête, et donc on est vraiment arrivé en fin de liste, et donc comme ils n'ont rien On trouvé va aux quand même Éta les regarder au cas où. exactement, c'est un peu, sur un malentendu, ça va peut-être marcher et donc nous on a saisi l'occasion, et quand l'occasion s'est présentée, heu, moi je l'ai pas lâché en fait, parce que je savais que c'était une opportunité, intéressante. Et puis les Américains en général payent plus que les autres, enfin Quand ils mieux, aiment, ils payent. voilà c'est ça, ouais et ils vont très vite et donc il y a une phase d'approche qui a duré, quelques mois, pas très longue, où il a fallu, il y a eu une sorte de vetting de leur part, sur notre technologie, sur, la, mmh,
La probité, ouais, je pense que c'est vraiment ça, la qualité technique et la probité de la boîte, et une fois qu'on a passé ce cap-là, ça s'est super bien passé, en fait. Mmh. Donc c'est allé très vite. Et qu'est-ce qui a fait que finalement, ils ont regardé toutes les boîtes américaines et vous, pourquoi ils vous ont choisi vous? On était meilleurs techniquement. Mmh. On C'était avait une vraiment ça? on avait une il y avait 2 choses, on leur a apporté une complémentarité graphique, donc l'Europe, qu'eux n'avaient pas et qu'ils n'auraient pas eu en achetant un américain, pour le coup. Et on leur a apporté une très bonne technologie, ce qu'ils ont vraiment reconnu, très vite. Et ça, c'est vrai qu'en général, nous, les Européens, on n'est pas super bons sur, le marketing des boîtes, sur les messages Mmh. commerciaux, mais en techno, on est globalement solide et c'était notre cas. On avait, vraiment fait une très belle technologie, qui marchait très bien et qui était, stable, solide, enfin, vraiment qui faisait le job, quoi. Donc voilà, c'est ça qui a fait je pense qui a fait le cut, hem et une fois qu'ils ont, acté, c'est allé très, très vite. Je crois que, les premières discussions ont eu lieu en novembre, 2014 et le deal a été signé en mai Ouais, donc c'est allé très, très vite. et la LOI était signée en février. Et il y a toute une période où tu étais en lock-up, pour ceux qui savent pas, c'est quoi exactement? Et qu'est-ce que tu as découvert en travaillant finalement, avec FreeWheels, avec les Américains? Parce que tu avais déjà travaillé avec des Américains, hein, quand tu étais, en Asie, comme tu l'as dit, mais là, tu étais sur le territoire américain en travaillant, Ouais, avec eux. hem, Comment ça s'est passé alors celui-là? ouais, donc le lock-up, c'est une période pendant laquelle, tu ne peux pas quitter l'acquéreur. Ou alors tu perds, une partie de l'argent qu'ils te doivent. C'est-à-dire que nous, ils avaient placé une partie de l'argent qu'ils nous devaient dans un compte sous séquestre et une tranche était réalisée tous les ans pendant 3 ans. Donc le lock-up était de 3 ans. Hem, Qu'est-ce que j'ai appris? Alors j'ai travaillé 10 ans dans une start-up de la West Coast, de la Silicon Valley. J'y allais très souvent, heu, j'y allais à peu près toutes les semaines, donc j'étais, quand Ouais. même très imprégné de la culture, West Coast. Mais c'est vrai que je n'avais jamais vécu aux États-Unis avant. Donc j'ai compris plein de subtilités que je n'avais pas comprises, en n'ayant jamais vraiment vécu là-bas. Déjà, il faut rentrer dans le système américain. Donc le système américain est un système très bien huilé, je parle au sens administratif du terme, Mmh. mais tant que vous êtes pas dedans, c'est vraiment très compliqué. Ouais. J'ai pas d'anecdotes amusantes, Au niveau administratif, tu veux dire? ouais, j'ai des anecdotes, sur le sujet que je pourrais te partager si ça t'intéresse et Oui, dis-moi. bah, par exemple, au moment où on a fait, l'immigration, sur les prénoms de mon ex-femme avait 3 prénoms et ils avaient, concaténé les 3 prénoms et et du coup, ça rentrait pas dans leur système informatique qui n'avait pas assez de caractères D'accord. pour entrer son prénom et il a fallu 8 mois pour résoudre le problème. Ah oui. C'était kafkaïen. Ça peut être très long l'administratif aux États-Unis. Ouais, ça peut enfin, quand On on est dans t'imagine des choses très ouais, non, technologiquement avancées, très non, c'est pas rapides, le très cas. modernes, pas Non. du tout. Quand ça marche bien, c'est très huilé, ça marche très, Ouais. très bien. Et Alors quand ça marche l'IRS pas, marche très, très bien. L'IRS, c'est la meilleure administration qui existe, je pense, mais le reste est moins bien huilé, ouais. ouais. Moi, j'ai ce souvenir du DMV pour les, Ouais, DMV, c'est compliqué c'est aussi, pour ouais, ceux qui connaissent pas, mais c'est les permis de conduire. ouais, surtout alors il a fallu qu'on le Nous repasse, aussi, ouais. enfin bon, c'était fou, quoi. Bon Bon, c'est plus bref. facile là-bas, hein. Ouais, mais il fallait un système de points. Ah ouais, le permis est facile, mais par contre, pour pouvoir être éligible, à passer le permis, C'est compliqué, c'est ouais. des points, c'est bizarre, c'est compliqué. Et dans la manière de travailler? Alors déjà, j'ai découvert les 2 cultures East Coast, West Coast. Ouais. Ça, c'était mon premier. J'ai découvert la vieille Ang enfin la ce qu'ils appellent New England, Mmh. et j'ai vraiment senti la différence. Donc nord-est des États-Unis. Ouais, c'est vraiment l'establishment américain. Mmh. La concentration des élites, est là-bas, les grandes universités est là-bas. C'est entre, on va dire Boston et Mmh. Philadelphie, pour faire simple. Donc Boston, New York, Philly et ça se ressent vraiment. Hem, il y a plus de formel, Mmh. les gens portent des costumes plus facilement en West Coast. Moi, le CEO de ma boîte, il était en bermuda En l'été tongs. et en tongs et on est une boîte de 1 500 personnes à la fin. Quand j'ai rejoint la boîte au début, on était 150, mais ça lui est arrivé d'être en bermuda et en tongs. Mmh. C'est inconcevable, Ouais. East Coast. Donc un peu plus de formalisme, hem et donc plus ouvert aussi à l'Europe, Mmh. parce qu'il y a une proximité géographique. Ils ont enfin,
Je parle des gens qui ont quand même un certain niveau d'éducation, donc la plupart ont déjà visité d'autres pays et cetera, donc ça, j'ai trouvé ça, différent de la West Coast. Après, qu'est-ce que j'ai découvert avec les Américains ou avec les New-Yorkais? Parce que c'est encore C'est encore une une autre une catégorie. autre race. Alors les New-Yorkais sont archi concurrentiels, enfin c'est très compétitif, mais vraiment. Mmh. C'est C'est même lourd à porter, tu dirais? alors, ouais, enfin c'est dur pour eux. Moi j'étais en mode chill parce que j'avais vendu ma boîte Ouais. et ça allait, mais c'est surtout pour les il y a comme beaucoup de New-Yorkais qui sont pas natifs, Mmh. donc c'est des gens qui décident de venir d'un autre état, habiter à New York pour réussir, Mmh. donc ils ont une pression forte, Ouais. le coût de la vie est élevé et donc ils sont là, pour réussir, quoi. Il y a C'est ce dicton d'ailleurs qui dit: «If you make it in New York, you'll make it anywhere» et mmh, donc les gens viennent avec, cette idée: «Il faut que je réussisse, sinon je suis un échec cuisant. Je ouais, peux pas rentrer chez moi sans avoir réussi si je suis partie à New York». ouais, c'est tellement vrai et l'autre truc et donc ce qui est hyper important, c'est que time is money et ça, c'est Mmh. encore plus vrai à New York qu'à West Coast. Il y a un côté plus laid back, sur la Mmh. West Coast. À New York, c'est vraiment, super, très, très paced, les journées sont très, timées, très chronométrées. Il faut être hyper sharp en pitch, Mmh. et le pitching, c'est tout le temps. C'est dans un événement social, c'est quand on s'introduit à quelqu'un, on a tout le temps quelque chose à vendre à quelqu'un. Dans un ascenseur, d'où le Na elevator Ouais, pitch. dans un ascenseur, dans un social event, dans un dîner avec des amis, il y a des personnes qu'on ne connaît pas, on se présente et en 30 secondes, on doit se vendre. C'est tout le temps. Donc ça, c'est un exercice qui est très différent de ce qu'on connaît nous en Europe. Et tu avais déjà cette audace avant ou tu l'as développée au contact des États-Unis? Alors je l'avais un peu travaillé quand j'allais régulièrement au West Coast parce que j'avais aussi des social events et cetera, mais c'était a whole new level, quand j'étais à New York. Ce que j'ai découvert aussi et je pense que c'est plus vrai East Coast que West Coast, c'est le côté très club. C'est-à-dire que les Américains East Coast sont beaucoup dans des clubs Mmh. sportifs, les yacht clubs, les golf clubs et cetera pour le networking. Ils y vont pas forcément pour le sport, mais ils y vont pour le network. Donc c'est des gros networkers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne représente pas forcément des Américains, vu d'ici, mais qui est très ancré dans la culture locale. Que nous, on n'aime pas trop en tant que Français. Parce qu'on nous Ouais, sépare très c'est une oui, c'est différent. En tous les cas, ça se représente pas de la même manière. Donc voilà et dans le business, ouais, faut être straight to the point, il faut démontrer la valeur qu'on apporte immédiatement, très, très vite. mmh. Hem et alors que nous, on se perd en conjecture assez régulièrement. On est un peu, dilutif du message, clé Un peu et plus on est poétique, bah, ouais, voilà. Là-bas, c'est vraiment, ouais, c'est tranchant quoi, ouais, comme une lame de rasoir, ouais. donc ça c'est moi j'aime bien, c'est une attitude qui me Mmh. correspond bien. Ce que j'adore, c'est que les Américains, en général, sont ouverts et répondent aux sollicitations. En général, parce ils sont quelquefois très sollicités, donc ils vont pas Mmh. répondre. Ils vont pas vous donner forcément beaucoup de temps, mais ils vont quand même vous donner du temps Mmh. pour vous écouter. En France, quand on fait de la prospection dans le dur, c'est très dur parce que les gens ne répondent pas ou peu. Donc c'est fondamentalement, plus dur. Alors qu'aux États-Unis, les gens vont vous donner une chance parce qu'eux se disent: «Il y a peut-être une opportunité pour Mmh. moi». Hem, donc faut jamais oublier ça, c'est qu'on vend à 2 personnes. On vend à la personne qui est en face de soi et à la boîte derrière la personne. Ouais, c'est ça. Heu, c'est «What's in it for me?» Mmh. Et le for me, ça veut dire 2 choses. Ouais, c'est ça et donc justement, tu parles de cette revente. Comment ça s'est passé que comment ça s'est passé cette signature? Donc tu discutes avec eux, finalement, ils décident donc de vous racheter. Comment, c'est quoi le souvenir que tu as de cette signature? Alors, du process ou de la signature elle-même? Heu, Bah, les 2, le process et ensuite, la finalisation et la alors le process, c'est un process à 2 étages. Hem, il a fallu d'abord convaincre les équipes de FreeWheel mmh qu'il fallait nous racheter, comme je te disais tout à l'heure, sur, le vetting technique et ensuite, la viabilité économique du modèle et de nous racheter et ensuite le vrai M&A a été fait par, Comcast. D'accord. Donc Comcast a une équipe de M&A dédiée. C'est une machine de guerre.
Bah, Et quand je on voit toutes les marques qu'ils ont rachetées, ouais, effectivement, c'est ouais, énorme. ces gens m'ont impressionné au plus haut point. Hem, je vais te donner 2 exemples. L'équipe qui a négocié notre deal, donc nous, petit deal, 110 millions, et ils ont racheté, en 6 semaines DreamWorks 4 milliards. C'est la même équipe 6 qui a fait semaines. ouais, DreamWorks, les studios, Oui, bien sûr. à LA, 4 milliards. Donc là, c'est sûr que le deal était pré-mâché entre de CEO à CEO. Donc, Brian Roberts avait rencontré le CEO de DreamWorks à LA et Ils ils avaient avaient déjà un peu topé, handshake tous les et voilà. points avant ça. Mais bon, après, il faut quand même faire les due deals et Bien tout. sûr. Hem, Nous, c'est la même équipe. Le patron du M&A que j'ai rencontré n'est pas du tout un spécialiste de notre industrie. Hem, je ne pense pas qu'il en soit devenu un, mais il arrivait toujours à poser les questions qui nous rendaient inconfortables. Et des questions dans le détail, en fait. Il fallait comprendre le mécanisme des choses. On peut le préparer pour poser la question, le préparer pour poser la Mmh. question, mais une fois qu'il a la réponse, rebondir sur la réponse, ce n'est que lui, c'est plus de la préparation. Mmh. C'est sa capacité à Mmh. et cette personne arrivait à faire ça avec une agilité intellectuelle qui était, hors norme. Ouais. C'était quelqu'un de brillantissime. Donc j'ai énormément d'admiration pour ces gens-là. Hem J'ai aussi un souvenir d'un call, il y a des choses comme ça, il y a des bribes qui Mmh. restent, Qui reviennent. qui m'a beaucoup marqué. Mmh. Hem, donc ce mec était brillant, malin et donc nous, on avait une banque, qui s'appelait Jefferies. Jefferies, c'est une banque mondiale, qui nous représentait, mais comme on était une boîte européenne, c'était un partner, londonien qui nous représentait. D'accord. Mais on a eu de la chance, c'est que le partner était américain et je pense que ça a 2 valeurs. La première, c'est la culture business et la deuxième, c'est le casual chat. Mmh. Ice breaking au début, on parle Ouais. du game, de la veille et cetera. Casser C'est la glace au début de la et conversation. ça, on sous-estime mais totalement ça. Et Les l'ambiance aussi. les Américains, parlent beaucoup du sport Mmh. et le sport est, parler du jeu, de hockey, Mmh. de foot, de baseball de la veille. C'est Très important. ça permet de briser la glace. Donc tu t'es mis à regarder tous les matchs ou? Alors moi non, mais lui était encore, informé. Donc, il y a ce call que le patron du M&A veut faire et comme il est très malin, il positionne le call à 17:00, donc 5 PM Eastern, c'est-à-dire, heure de Londres, ça devait être 22 ou 23:00. Mmh. Mais il le fait sciemment, parce qu'il sait très bien que s'il positionne le call à cette heure-là, c'est pas sûr qu'il y aura le partner de Jefferies à Londres. Mmh. Et moi, je me suis dit à ce moment-là: «Je pense qu'il veut négocier le prix». Et il veut négocier le prix à la baisse. Donc on était encore dans la phase de négo Ouais. où on n'avait pas encore la LOI et le partenaire de la banque a fait un je regrette juste une chose, c'est de pas avoir enregistré le call. Le call a dû durer 15 minutes. Ouais. Il a fait un numéro, mais exceptionnel. Heu, le, je pense que le patron du M&A est entré en se disant: «Je vais faire baisser le prix». Il est ressorti en doutant et en se disant peut-être qu'il avait pas mis la barre assez Ouais. haute. Juste parce que le partenaire a réussi à lui retourner la tête et il n'a rien dit d'exceptionnel, mais c'était essentiellement le ton, parler des comparables, parler des dynamiques de marché et avec, une manière de le faire Du grand art, qui quoi. plantait du doute, quoi Ouais. et exactement, un art, quoi et souvent on décrit les les banques d'affaires, mais parce qu'ils coûtent très, très cher, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais Tu t'es dit heureux que ça servait qu'il à soit quelque dans le chose. call, ouais. J'étais très heureux qu'il soit dans le call. Donc ça, c'est un moment important dans le cycle de vente. Après, il y en a eu plein. Il y en a eu un en particulier, heu, donc on a négocié le deal qui consiste à vendre la boîte et après, moi, il y a mon package Mmh. en tant que salarié. Parce qu'après je basculais dans le salariat Pendant la et période de lock-up, ouais, c'est c'est ça? ça, Mmh. exactement. Hem Et long story short, Comcast a un code of conduct, Mmh. c'est qui décrit comment un employé doit se comporter dans la société. Ouais. Et il voulait attacher ce code of conduct à la libération de de l'argent qu'ils me doivent. Donc pour rappel, durant la période de lock-up, pendant Ouais. 3 ans, tous les ans, ils libèrent une tranche d'argent qu'ils Mmh. me doivent et eux, ce qu'ils voulaient, c'était, bah, si tu te comportes pas bien,
On On te te balance. licencie, OK, très bien, ça, il y a pas de problème, comme n'importe quel salarié. Mais par contre, on te paye pas l'argent qu'on te doit, au titre de la vente de la boîte. Et ça a été un énorme point d'achoppement. Ah bah, oui, j'imagine. Parce Hem, que là, tu te dis que tout est ouvert. oui, parce qu'en fait, ils voulaient remettre en cause le travail que j'avais fait pendant toutes les années de la vie, de Mmh. Sticky, lié à mon attitude en tant que salarié au sein de la Ouais. société. Et donc, mon avocat à l'époque était un Américain, parce que là, c'était un avocat en droit du travail américain qui me représentait, qui était un bulldog. Heu, il disait: «Mais si je comprends bien, il suffit que Hervé Brunet se gare sur la place, de parking du CEO et vous lui retirez son argent, quoi». Et donc ça les mettait en rage quand il disait ça. Et donc Non, mais ça voulait dire que ils auraient pu interpréter, n'importe quel de tes gestes comme étant oui, une absolument, bavure, en fait. exactement. Une faute vis-à-vis du code Ouais, of c'est ça. conduct, c'était comme un truc qui faisait genre 100 pages. Donc Mmh. c'était C'était bien possible. documenté. Il y Ils avait auraient trouvé. Oui, si vous les cherchez, ils auraient trouvé. Mmh. Donc ça, c'était un vrai point d'achoppement. Et pour la petite histoire, quand on a signé le deal, la signature était à Paris. Quand j'ai monté dans l'avion, cette clause n'était pas encore résolue Mmh. et ça pouvait faire capoter le deal. Donc je suis monté dans l'avion pour signer le deal à Paris le lendemain matin, mais il y avait pas encore de deal, quoi. Tu Heu, décolles, il y a pas de deal et tu atterris, il y en a un? ouais, C'est c'est à peu ça, ouais. près ça? Ça s'est négocié pendant la nuit et ça s'est fini avec du sang sur les murs parce que Comcast a demandé des excuses à mon avocat américain, quand même. D'accord. Ah ouais, c'était très violent. C'était une histoire d'ego aussi. Comcast avait sur retainer, le plus gros cabinet d'avocats de la place. Moi, j'avais pris un des top 5, mais il devait être genre top 3, ouais. Parce qu'il faut jouer dans la même Ouais. cour et je pense que lui, il savait qu'il était dans le top 5 et qu'en face, c'était top 1 et il voulait leur démontrer qu'il était meilleur. Et donc Donc il était il était très agressif, quoi. Agressif au sens américain du terme, quoi. ouais et en Heu plus un New-Yorkais qui a besoin de réussir donc à f Exactement, ouais, ouais. ouais. Le mec, il avait rien à prouver, il devait avoir une cinquantaine d'années et cetera. Il gagnait très, très bien sa vie, Mmh. je crois qu'il me chargeait, 800 balles de l'heure à l'époque. C'était stratosphérique Ouais et il y a 16 ouais, 10 ans. et Heu, ça aussi, tu as découvert tout ce monde des avocats aux États-Unis. C'est vrai que ça a une place énorme dans le oui, business. ça, c'est la judiciarisation de la société. C'est quelque chose qui est très différent de la culture européenne, y Mmh. compris de la vie privée. Je vais te donner une anecdote qui m'a beaucoup interpellé. Juste après avoir vendu ma boîte, donc le CEO de FreeWheel, qui est l'entité dans laquelle nous sommes intégrés, il vient me voir, il me dit: «Hervé», qui est un Américain, californien, un mec charmant. Il vient me voir, il me dit: «Hervé, bon, maintenant ton nom est apparu dans les newspapers, Mmh. donc tu as une somme d'argent sur la tête». Je dis: «Mais ça veut dire quoi?» Il me dit: «Écoute, tu peux avoir des gens mal intentionnés». Mais donc il me dit pas complètement les choses. Donc moi je tire sur la Oui. pelote de laine, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit: «Bah, par exemple, tu peux avoir des gens qui vont essayer de te rentrer dedans en voiture Ouais. pour causer des dommages et si jamais ils recrutent un avocat pour personal injuries, tu peux avoir des dommages à payer et c'est, indexé sur ta fortune». C'est proportionnel, quoi. Voilà, exactement. Ou si, tu as une piscine dans ta maison, il y a quelqu'un qui tu pars en week-end, il y a quelqu'un qui se noie dans ta piscine, tu es responsable, bien que tu sois pas là et bien que ce soit une violation de la propriété. Pareil, les dommages peuvent, Bien sûr. s'élever et donc il faut prendre, ce qu'on appelle, une assurance parapluie. Je dis: «Mais c'est quoi cette assurance?» C'est une assurance qui protège, qui va au-delà des cappings de toutes les autres assurances et elle te protège à la hauteur de ta fortune, sur toutes ces choses-là, en fait. Ouais. Et C'est l fou, hein. et là, quand il m'a expliqué ça, je me suis dit: «Waouh!» Ouais. C'est un autre univers, C'est impressionnant. et parce que, et donc il y avait déjà des choses que je faisais avant que je me suis astreint à continuer à faire. Par exemple, je ne m'enferme jamais seul dans un bureau avec une femme. Mmh. Et ça, je le faisais déjà en Californie avant et je le faisais encore plus après. À New York, je ne prenais jamais l'ascenseur seul avec une femme. Donc quand j'étais seul, je descendais de l'ascenseur. Ouais, ça devient schizophrénique, quoi. Mais ça, tu le fais pas, par exemple, à Paris? C'est vraiment Non, aux je le États-Unis? fais pas à Paris. Mmh. Mais je l'ai fait avant, je le faisais, de manière, quand j'y pensais. Après la vente, je l'ai fait systématiquement. Mmh.
Alors quand on parle aux entrepreneurs, on leur parle souvent business comme on vient de le faire, on parle moins de la vie personnelle, mais c'est, tout aussi passionnant. Quand tu décides de partir, aux États-Unis, comment a réagi ta famille? Que ce soit les enfants, que ce soit ton épouse? Alors, mes enfants avaient 12 et 7 ans. Ma fille de 7 ans réagit, elle était petite, quoi. Ouais, Mon ça va fils pas de trop. 12 ans, «Ah fais chier, je vais perdre mes copains», quoi. Hem, Ma femme, pas super enthousiaste, très honnêtement. Pourtant c'est New York, Ouais, le alors, style, les paillettes, tout ça, hem, mais ma femme et moi, on avait une sorte de contrat implicite qui était, quand on s'est mariés, elle savait que moi j'avais envie de vivre à l'étranger. J'avais déjà vécu à l'étranger avant qu'on se rencontre, et elle savait que ça allait se reproduire. On faisait que quelques années qu'on était rentrés en France, d'Asie. Je pense qu'elle, elle serait bien restée à Paris. Elle l'a fait parce que, je pense qu'elle l'a fait plus pour moi que pour elle, et je mmh, pense qu'elle l'a fait de manière assez sacrificielle. parce qu'elle savait que c'était important pour toi? Ouais, Mmh. peut-être à tort d'ailleurs, mais en tous les cas, elle était pas super enthousiaste, donc elle m'a fait promettre qu'on rentrerait, que c'était pas, indéfini, et que, dès qu'on vendrait la boîte, on rentre, quoi. Mmh. Hem, donc, une fois que ça s'est passé, après on rentre dans les process, administratifs d'obtention des visas, et cetera, qui sont assez stressants. Ouais. Qui repose souvent sur la femme d'ailleurs? Ouais, alors là, nous, c'est un visa Ah investisseur, oui, pardon, donc donc, c'était plus sur mais en tout moi. cas, la mise en place de la vie des Ah oui, enfants, oui, de tout, mais les clairement. écoles, Ah ouais, on va clairement. créer une vie en fait sur Oui, oui, place. souvent, souvent. Ça, c'est très typique de la vie d'expatrié, Mmh. souvent. C'est, la femme est à la maison et l'homme travaille. Il y a de rares exceptions, c'est le contraire. J'ai des amis comme ça, Mmh. qui étaient hommes au foyer, la femme travaillait, mais c'est rare. Ouais. Hem Et donc elle, elle s'était déjà occupée de notre vie d'expatrié quand on était à Hong Kong. À Hong Kong, je voyageais comme un fou, Ouais. parce que Hong Kong, ce n'est pas un lieu de business, c'est une ville. Et il y a pas beaucoup de business, et j'étais patron de la région Asie-Pacifique. J'avais 12 bureaux en Asie à couvrir, donc c'est grand l'Asie. Ouais. Je voyageais comme un fou. New York, la bonne nouvelle, c'est que c'est l'épicentre de la pub digitale, des médias. Donc pendant les premiers mois, j'ai très, très peu voyagé. Je rentrais beaucoup à Paris, par contre. Mmh. J'étais une semaine par mois à Paris. Mmh. Donc c'est long quand même, une semaine par mois, tout au début. Ouais, c'est dur aussi parce que tu te retrouves seule avec les enfants pour elle, Et oui, oui, voilà. et alors par contre, on a aménagé donc on habitait en banlieue, on habitait dans Westchester, et on habitait dans une rue, très sympa, et Larchmont, de manière assez historique, il y a beaucoup de, Mmh. d'expatriés ou de Ouais. franco-américains, ou parce qu'il y a toujours eu des écoles franco-américaines dans la région. D'ailleurs, dans cette région, beaucoup d'Américains parlent français. On n'en parle pas, mais c'est vrai que dans le Ouais, Connecticut, ouais, dans le Massachusetts, on retrouve souvent des personnes qui ont oui, soit vécu, soit qui parlent français. oui, tout à fait. Ouais, Et d'ailleurs, il y a des Américains qui ne parlent pas français, qui mettaient leurs enfants dans l'école de mmh, mes enfants, qui était une école franco-américaine, qui avait un très, très bon niveau d'anglais, mais aussi ça leur permettait de développer une nouvelle langue, qui était le français. ouais. Donc oui, complètement, c'est comme je le disais tout à l'heure sur la East Coast, il y a vraiment ce lien plus fort avec l'Europe, Mmh. Ouais, qu'on a c'est sûr. beaucoup moins, sur la West Coast. Hem, Et comment est-ce qu'elle a vécu, ta femme, cette vente, à 110 millions d'euros? C'est un peu comme gagner au loto, ça change presque tout de enfin, j'imagine, on doit te dire, «Mais maintenant tu es à l'abri, pour la vie», comment déjà toi tu as vécu, cette entrée d'argent? Heu, alors, je pense qu'on l'a vécu tous les 2 un peu différemment. Elle, je pense qu'elle était, terrifiée à l'idée que ça change et que nous changions, et donc elle avait peur qu'on perde nos amis, qu'on s'éloigne de notre famille, qu'on change notre style de vie, et elle freinait des 4 fers pour que rien ne change, limite même elle regardait dans l'autre sens, quoi. Alors que, moi, bien sûr, je voulais conserver mes amis, je voulais avoir toujours, la même relation avec ma famille, mais aussi profiter plus de la vie, quoi. Enfin, on a quand même travaillé très, très mmh, dur, et c'était un peu le moment de souffler, quoi, et on avait les finances pour le faire. Hem, Surtout qu'après la vente, on est quand même un peu plus en mode, on est moins stressé, bien sûr. on a confié le bébé à l'acquéreur, donc
Donc là, je pense qu'on a eu une perception de comment notre vie, devait s'organiser, hem, différente et je suis pas sûr qu'on c'était un non-dit, mais c'était ressenti comme ça de notre part et d'autres. Et je pense que pour la première fois, on a eu un sujet autour de l'argent dans notre couple, alors que dans notre vie, ça n'était jamais arrivé. Hem, mais souvent, on a des problèmes d'argent et donc ça crée des tensions dans le couple. Nous, on n'a jamais eu de discussion sur l'argent, mais jamais. Heu, que dans les moments où ça allait ou dans les moments où ça allait pas. Mais là, on en avait beaucoup et je pense que C'est devenu un problème. ouais, je pense qu'implicitement, c'est plus ou moins devenu un problème et ça nous a un peu éloignés, en fait. Parce qu'on a commencé à regarder la vie différemment, en fait. Hem et je pense que, rétrospectivement, l'erreur que nous avons commise, c'est qu'on n'en a pas peut-être pris conscience ou peut-être elle en a pris conscience, moi pas, j'en sais rien. En tous les cas, Ouais. on n'en a pas parlé, ça Mmh. c'est sûr et je pense on aurait dû en parler. Ouais. Hem, Mais aussi, il y a le fait que pendant toutes ces années, tu as développé un peu ton bébé. Tu as développé ta boîte, tu as développé ton bébé. Je ne sais pas à quel point elle était, impliquée dans tes décisions, dans tes choix, et je vais être un peu cash, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu du fait que parce qu'aujourd'hui tu es séparée, hein, de ton épouse. Est-ce que, il n'y a pas le fait aussi que tu avais ce projet, ce bébé on the side, sur le côté, que tu as développé? D'ailleurs, je voudrais revenir en parlant de bébé, tu as dit quelque chose que j'ai trouvé passionnant, c'est que tu dis que, après l'exit, il y a un postpartum. Mmh. C'est-à-dire que tu files ton bébé sur lequel tu as travaillé, pendant des années à la sueur de ton front, tu le files à une autre entreprise Mmh. et là, il y a un vide, quoi. Ouais, ouais, c'est très juste. Donc, Laurence était très impliquée, enfin, je la consultais énormément sur, plein de sujets, et je pense que je lui dois une part du succès de la boîte, clairement. Sans elle, je suis pas sûr qu'on aurait fait aussi bien. Ça, je pense qu'elle a joué un rôle, pas opérationnellement, mais, Mmh. de soutien, d'écoute, de conseil, à plusieurs D'intuition aussi, oui, souvent les oui, femmes, tout à ont fait, cette sur la intuition. lecture des personnes, et cetera. Heu Sur le sujet du bébé, qu'on confie à un tiers, en tout cas la dépression postpartum, ouais, moi je l'ai vraiment ressenti. C'est-à-dire que, c'est un investissement colossal. C'est vraiment quelque chose que l'on vit avec ses tripes, la création d'une boîte et la voir, grandir. Mmh. Hem, j'ai j'ai donné beaucoup et Gilles aussi bien sûr, hein, on a donné beaucoup. C'était un rythme extrêmement soutenu, pendant peu d'années parce que c'était très rapide, ça a duré 5 ans et on a vendu en année 6. Mais pendant Mmh. ces 5-6 années, on est passé de 2 personnes à 150, on a ouvert 9 bureaux dans le monde quand même. C'était extrêmement soutenu. Heu, donc oui, du jour au lendemain, pouf, ça Plus s'arrête. rien. Hem et ça, c'était très dur. Alors moi, je l'ai senti en 2 temps, au moment de la vente et après en différé. Je vais m'expliquer. Il y a eu à peu près 18 mois où il y a eu la passation des équipes à FreeWheel, donc l'architecture de la passation et la passation effective. Donc ça demandait beaucoup d'énergie aussi. Donc pendant cette période, j'ai moins ressenti le postpartum, Mmh. mais c'est arrivé a posteriori Mmh. en 2018, en fait. Et en 2018, ouais, là, j'ai eu le sentiment d'un grand vide, quoi. Ouais. Mais c'était vertigineux. Enfin, je savais pas, ce que j'allais faire de ma vie, et quand on a été, extrêmement occupé, limite en hyperactivité avec des sollicitations, multiples, quotidiennes, à l'instant, permanentes, hem et on arrive à plus rien, ça devient, ouais, c'est très angoissant. Ouais. Heu Et bien, tu as beaucoup d'argent et tu as beaucoup de temps et je pense que tu dois être en quête de but un peu, genre tu dois te dire: «Mais Alors je ouais, ouais, alors j'avais encore un c'est». travail, mais je m'occupais de la strat. Donc effectivement, j'avais Ouais. beaucoup moins de contraintes opérationnelles, donc beaucoup plus de temps effectivement. Hem, alors l'argent n'était pas une préoccupation première pour moi. Ça l'a jamais été d'ailleurs, Et ça l'est toujours pas. Mmh. non, Ouais. non, je suis heureux d'en avoir, mais Mmh. ce que je veux dire, c'est que c'est pas, ça a pas été un moteur et à ce moment-là, ça occupait pas l'esprit. C'était plus qu'est-ce que j'allais faire de ma vie en De fait, ta quoi. vie. Heu
Et donc ouais, c'était une période d'introspection assez longue en fait. Je pense qu'on peut vraiment utiliser le mot introspection puisque ça s'est même matérialisé par 30 jours sur le chemin de Compostelle en fait. Mmh. J'ai fait le chemin de Compostelle pendant un des 2 confinements. Donc le premier était en 2020, moi j'étais à New York, j'ai fait le confinement à New York, mais le deuxième était en avril 2021. On n'avait pas le droit de sortir de chez soi. Ouais. À l'époque, c'était 10 kilomètres, je crois. Moi, j'étais largement plus que ça et donc pendant 30 jours, j'ai fait le chemin de Compostelle, du Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port qui est à la Mmh. frontière espagnole et c'était génial parce que alors là, pour le coup, il y avait personne, hein. J'ai dû croiser Le ch 15 humains, Compostelle rien que pour toi. j'ai dû croiser 15 humains sur, 30 jours. Mmh. En dehors des autres qui m'accueillaient le soir, sinon c'était à peu près tout, quoi et c'était un chemin, très sympa. J'ai beaucoup aimé, avec des moments d'excitation, des moments de réflexion forte, des moments de on parle tout seul. Ouais, ouais. Des moments de silence aussi, j'imagine. Parce que l'on est vraiment seul au milieu de la nature, hein. Ouais. Moi, c'était, voyage en terre inconnue, j'étais en France, mais c'était voyage en terre inconnue pour moi. Je connaissais absolument pas ces territoires-là. Certains, je les avais traversés en autoroute, mais on peut pas dire qu'on connaisse, une région en la traversant en autoroute. Là, à pied, on a vraiment le temps de découvrir Et il et y avait quelque chose de il y avait une quête spirituelle, tu dirais, sur ce chemin? Il y avait, pas vraiment, mais se retrouver te retrouver je pense toi que ou je suis arrivé à un point où j'avais besoin de prendre du temps pour moi, différemment. faire le vide aussi Ouais peut-être? et hem et donc ouais, c'était une très belle aventure. J'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés à Paris ou que je n'aurais jamais avec qui je n'aurais jamais osé engager une conversation. Mmh. C'était une richesse, une très grande richesse avec des discussions très profondes, sur les gens, le sens de la vie, j'ai vu des gens qui étaient, ouais, un homme qui faisait le chemin de Compostelle depuis 4 ans à peu près, enfin les chemins parce qu'il y en a plein. Hem, S'il était pas sur le chemin, cet homme serait un SDF en fait. Mmh. Donc c'était devenu son monde et sa maison. Oui, ce chemin sauve en fait. Exactement. Mmh. C'est quoi Heu, la grande révélation que tu as trouvée sur ce chemin, tu dirais? Il y en a peut-être plusieurs, mais qu'est-ce que tu as J'en sais rien, honnêtement, je sais pas. peut-être Franchement, juste trouvé une certaine paix? écoute, j'en avais un besoin aigu. Ça s'est décidé en 3 jours et au 4e, je suis parti, quoi. Enfin, Ouais. je me rappelle encore, tous les magasins en région parisienne étaient fermés, donc je suis allé à Chartres parce que en dehors de la région parisienne, les magasins étaient encore ouverts et je suis allé au premier Décathlon que j'ai trouvé pour m'acheter tout le matos dont j'avais besoin pour partir. Ouais. Génial, super. Et le reste, j'étais parti, en fait. Hem, C'était comme un besoin, ouais, comme une envie pressante, urgente, vitale. Ouais, quelque chose qui Heu, jaillit, ouais, qui est nécessaire. ouais. Et tu dis aussi que quand tu gagnes, cet argent, tu tu peux plus et que tu ressens aussi ce postpartum, tu peux pas vraiment te tourner vers d'autres gens. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Tu peux pas arriver en disant, «Bon, bah, voilà, il m'est arrivé toutes ces choses extraordinaires et aujourd'hui je souffre». C'est quelque chose que les gens ne peuvent pas entendre. Ouais, c'est très juste. En fait, l'argent, la réussite, c'est le pinacle de la société dans laquelle on vit, et la vente d'une boîte est considérée comme la conciliation des 2. C'est-à-dire, c'est la réussite et l'argent. Donc on a tout ce que les gens représentent comme étant, le bonheur. Donc à partir du moment où on a tous les ingrédients du bonheur, bah, on ne peut pas être malheureux, on ne peut pas se plaindre. Hem et matériellement, c'est très juste, émotionnellement, ça l'est pas forcément. Donc Ouais. donc oui, c'est difficile, faut, on en fait, il faut trouver des gens qui sont dans la même situation que nous ou qui sont passés par là pour avoir une écoute, attentive parce que sinon c'est inaudible. Mmh. Pour le commun des mortels, c'est, de quoi tu parles, tu as plein d'argent, il y a plein de gens qui peuvent pas se nourrir, tu peux pas ne pas être heureux. Oui, c'est sûr, matériellement, c'est très juste, mais au fond de soi, on peut quand même être, pas Bien bien. sûr. Donc Et ouais, c'est une période difficile. qui t'a aidé finalement?
Est-ce qu'on trouve du réconfort à ce moment-là dans pas toujours auprès de sa famille d'ailleurs, et est-ce que c'est à l'extérieur qu'il faut aller rechercher? Qui a pu t'aider dans ce moment difficile? Écoute, heu, c'était une période, compliquée, Mmh. longue. Heu, je pense que le point final de cette période pour moi, c'était, Compostelle. Enfin, point final. En tout cas, ça a été vers la fin. Ouais. Donc tu as fait Heu, traverser du désert mouais, qui s'est fini par Compostelle et ouais. tu es sortie de là et tu as senti que ça s'était levé pour toi? Ouais, c'était pas complètement la fin, mais, j'étais C en période de rédemption, on va dire. Mmh. Donc, de toute façon, je pense qu'il y a une partie de ce travail qui est un travail introspectif qui, même si on trouve des oreilles attentives, le travail, il est à faire, Soi. seul, ouais, sur soi. C'est qu'est-ce qu'on attend de la vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est une question assez simple, en fait, mais C'est quoi fondamentale. c'est quoi le sens de la vie pour toi? Je pense qu'une partie de ce que l'on fait aujourd'hui, enfin, de ce que moi je fais aujourd'hui, le sens que j'y donne en tout cas, c'est partager, c'est accompagner, c'est, partager mon expérience et la donner aux autres. Ça, ça fait partie de mes moteurs aujourd'hui. J'ai j'ai eu la chance d'apprendre plein de choses et il y a des gens qui m'ont mis le pied à l'étrier et moi je considère qu'aujourd'hui, des choses qui me nourrissent, c'est de faire la même chose avec, les gens qui m'entourent et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité retourner dans l'opérationnel, reprendre une boîte pour pouvoir renvoyer l'ascenseur, pour pouvoir, dans la mesure de mes moyens, aider, accompagner des gens à grandir, à les élever. Comme, enfin, je pense que tout ce qu'on peut donner aux autres ça leur permet d'avancer. Donc ça, Mmh. c'est une sorte de mentoring quelque Mmh. part, hein. Je me sens un peu comme un mentor, hem et j'aime beaucoup cela, et ça donne pour moi beaucoup de sens à ma vie en tous les cas. Mmh. Hem et heu et après, je pense que c'est trouver une forme d'harmonie, créer une en fait, je pense qu'il faut pas qu'il y ait de c'est assez difficile à exprimer, mais il faut être aligné entre ce que l'on fait et ce qu'on le ressent ou ce que l'on veut être. Aussi bien dans le travail, dans la vie personnelle, dans la relation, amoureuse, amicale, Mmh. heu et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre tout ça. Je pense qu'à certains égards, il m'a fallu 30 ans. Je pense qu'à certains moments de ma vie, j'étais pas complètement aligné avec moi-même et que ce soit dans mes relations amicales, que ce soit, au travail ou autre et là, maintenant, j'ai essayé de créer un ensemble qui soit complètement harmonieux, en fait. Hem et et le sens de la vie, je sais pas s'il y en a un, mais je vais te raconter une histoire que j'ai apprise, enfin, qui s'est passée sur le chemin de Compostelle. Sur le chemin de Compostelle, j'ai rencontré un mec, ça faisait 9 jours que j'étais parti, donc je suis parti 30 jours et franchement, les 5 premiers jours, j'étais juste content d'être dans la nature, je gambadais comme un gamin, quoi. Les paysages étaient magnifiques, j'étais heureux comme un gamin, mais j'avais pas beaucoup, réfléchi à pourquoi j'étais là, pas trop d'introspection et je tombe sur un homme qui remonte, le chemin, donc dans le sens opposé à moi et le mec, il avait un gros sac et il était très bronzé, alors qu'on était au mois d'avril, donc plutôt pâle normalement. Donc le mec s'arrête à ma hauteur, donc dès que je croisais quelqu'un, on discute et le mec, il a le visage, extrêmement détendu, très, ouais, très rayonnant et on commence à discuter, je lui dis: «Mais tu reviens d'où?» Il me dit: «Ah, tu sais, moi, ça fait, 4 ans que je suis sur le chemin», je dis: «Waouh!» Non, lui, ça faisait 1 an et demi. «Ça fait 1 an et demi que je suis sur le chemin». Je dis: «Mais waouh, il faut 3 mois pour aller à Compostelle, tu dû te perdre un peu, quoi». Tu tournes en rond? Donc il m'explique, il me dit: «Écoute, je suis parti il y a 1 an et demi, j'avais besoin de trouver des réponses, je suis allé à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai pas trouvé, je suis allé à Compostelle, j'ai pas trouvé, je suis allé à Finistère, j'ai pas trouvé» et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas trouvé, donc j'ai continué à marcher, marcher et puis il y a plein de variantes du chemin, donc il les a beaucoup faites. Puis à certains moments, il s'est arrêté dans des gîtes, il est devenu hospitalier. Hospitalier, c'est un aidant, gratuit qui aide dans certains, gîtes, donc en échange du couvert et du gîte. Et et puis après, on commence à discuter et puis il prend mon bâton de marche, un de mes 2 bâtons de marche et il me dit: «Tu vois, ce bâton, c'est ta ligne de temps. C'est la manière dont nous, les occidentaux, on représente le temps.
On va dire que la poignée, c'est la naissance et la pointe du bâton, c'est la mort. Il me dit: «On va dire que toi, tu es quelque part au milieu, quoi». Je dis: OK». Il me dit: «Tu es d'accord, c'est comme ça que nous, occidentaux, on représente le temps?» Je dis: «Ouais, OK». Après, il tourne le bâton, il le met parfaitement horizontalement face à moi et je ne vois plus que la pointe et il me dit: «Qu'est-ce que tu vois?» Bah, je lui dis: «La pointe». Cartésien, réponse, bah, je vois la pointe. Il me dit: «OK, mais est-ce que ça t'évoque autre chose?» Je dis: «Bah, non, pas vraiment». Il me dit: «En fait, si tu regardes comme ça veut dire que la mort, l'instant présent Et la et la naissance. naissance, c'est le même point. Donc si on formule les choses différemment, est-ce qu'on ça veut pas dire que ce même point, c'est maintenant, c'est l'instant présent? Et si on regarde l'instant présent, est-ce que ça veut pas dire que l'instant présent, c'est l'infini?» Il me dit: «Regarde cet endroit-là, tu prends une Mmh. photo avec un appareil photo, 6 millions de pixels, la même photo, même endroit avec 12 millions de pixels, tu n'as pas la même photo». Donc c'est 2 interprétations, 2 variations Tout à du fait même instant différentes. présent. À l'instant présent, tu as une infinité de choix. Tu peux aller dans cette direction, celle-ci, retourner. Donc l'instant présent, c'est l'infini, c'est maintenant et hem et en fait, et après il me pose une autre question. Il me dit: «Est-ce que tu es venu pour ta tête ou pour ton cœur? Qu'est-ce qui t'a fait venir sur le chemin?» Et là je lui réponds: «Je sais pas». Les 2 docteurs. Ouais, exactement et voilà et le mec, on a discuté encore, quelques minutes et puis après il est reparti. C Cette histoire, je l'ai racontée, des dizaines de fois à plein de gens, à des amis et cetera, parce que ça m'a profondément marqué. C'était il y a 5 ans maintenant. Mmh. Donc je pense que finalement le sens de la vie, c'est ça. C'est qu'il faut pas en chercher un, c'est que c'est maintenant. C'est l'instant présent qui compte. On peut se projeter dans demain, dans 3 ans. Ce qui est très dur pour un entrepreneur d'ailleurs, parce que l'entrepreneur est énormément dans la projection, Mmh. énormément dans ce qui va se passer, demain, après-demain, dans un mois, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. On passe notre vie à interpréter le futur, à essayer de le façonner, à essayer de le tordre, à essayer de l'adapter, à essayer de le transformer vers quelque chose qu'on veut qu'il soit. Et finalement, ce mec, je sais pas qui il est, franchement, je l'ai vu qu'une fois, Tu l'as jamais recroisé? j'ai jamais revu, je connais juste son prénom. Hem, peut-être que c'est un illuminé total, Mmh. Mais il t'a mais touché. aujourd'hui, cette phrase, enfin, cette histoire de ligne de temps qu'on pivote et on ne voit qu'un seul point qui représente l'instant présent, ça m'a profondément marqué et heu et c'est vrai qu'on est dans des sociétés où finalement on consomme le temps comme on consomme une denrée alors qu'il faut, l'apprécier bouchée par bouchée, instant par instant. Donc c'est assez, Faut le savourer. ouais, Mmh. exactement. Donc je pense qu'il faut qu'on revienne à des choses assez, simples en fait. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Non, c'est vrai, ça me fait penser en spiritualité, on parle toujours de, l'éternel instant présent. C'est exactement ça, c'est-à-dire Mmh. qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin et il est parfaitement dans le présent et et aussi ce côté de peut-être cette personne que tu as croisée sur le chemin de Compostelle qui te montre aussi qu'il faut peut-être laisser un peu plus faire les choses au lieu de vouloir tout contrôler et puis de voilà, de laisser aussi la chance et la vie, décider un petit peu plus, à notre place. Oui, oui, Ça, c'est pas toujours probablement. facile. Probablement. Probablement, ouais. Bon, en tout cas, Hervé, merci beaucoup, d'être venu sur le podcast. C'était un plaisir de discuter Pareillement, avec toi. merci. Merci à toi, merci de l'invitation. C'était une grande joie et puis pour, tous ceux qui nous regardent, on espère que vous avez eu une belle écoute et puis, surtout n'hésitez pas à nous suivre et à liker.